Il y a des enquêtes qui ont été ouvertes à la suite de nos révélations. On n'est pas le seul média qui a vu qu'il y avait une ligne rouge qui avait été franchie dans ces courriels. On a, par tous les moyens, tenté de nous faire croire qu'il n'y avait pas d'affaire depuis le début. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce premier Café Transparence francophone. On est très heureux que vous soyez connectés avec nous aujourd'hui. On va aujourd'hui s'intéresser à l'enquête du lauréat du prix Transparence Regio 2023 qui a été remis il y a une dizaine de jours. Et ce lauréat qui est notre invité aujourd'hui, c'est Jérémy Sédou, rédacteur en chef de la chaîne genevoise de télé L'Aimant Bleu. Bonjour Jérémy, bienvenue. Bonjour Bastien, merci de l'invitation. Tout d'abord, bravo pour ce prix. Merci. Qui t'a été remis. Je ne suis pas venu avec parce qu'il est assez lourd, assez fragile. Le trophée, oui. Pour l'affaire Fischer, c'est pour cette affaire-là que tu as reçu ce prix. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux coulisses et aux rebondissements de cette enquête, mais j'aimerais d'abord partager avec vous le commentaire d'une membre du jury du prix Transparence Regio. Le voici. Cette enquête illustre ce que nous observons avec de plus en plus de préoccupation à tous les niveaux de l'État. Au lieu d'informer le public, les services de presse de l'administration sont de plus en plus utilisés à des fins de propagande. Alors voilà, c'est une citation forte d'Anna Vanner, qui est membre du jury. Alors l'enquête dont on parle aujourd'hui a été publiée le 7 août 2023 dans le journal du soir de L'Aimant Bleu et elle est titrée « Pour sa campagne, Fabienne Fischer a bel et bien abusé de l'administration ». Alors Jérémy, ce jour-là, ce 7 août, tu invites un député du Grand Conseil genevois MCG, c'est Daniel Sormani, et il vient sur ton plateau avec un grand classeur fédéral jaune. Jaune, classeur jaune. Il est maintenant fameux. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce classeur ? Alors, dans ce classeur, il y avait la réponse du département de l'économie et de l'emploi qui avait été faite à la suite de l'interpellation de ce député, Daniel Sormani, qui, au printemps, en avril ou mai, je ne sais plus exactement, avait demandé à l'administration que soient produits les emails en lien avec la campagne électorale de Fabienne Fischer, de plusieurs employés de l'administration, de plusieurs porte-parole et membres du cabinet de la conseillère d'État, qui sont des employés de l'État, qui sont censés, a priori, faire des tâches d'ordre public et en aucune manière faire la campagne personnelle et politique d'une magistrate. Donc il a demandé accès à ses courriels et à ses agendas, et cette demande, on la documente depuis le début, et c'est vrai qu'au creux de l'été, dans le silence assourdissant du mois d'août, eh bien, le département a fini par donner une suite favorable à cette demande, à la suite de différentes relances, de médiations, etc. Mais voilà, on a eu ce classeur. Et dans ce classeur, qu'on comprenne bien, c'est une demande d'accès au sens de la loi sur la transparence genevoise, ce qui s'appelle la LIPAD. Oui, parce que c'est des documents publics, des courriels, des agendas. Pour autant qu'il n'y ait pas d'éléments d'ordre intime ou qui viendraient déranger la sphère privée d'un fonctionnaire ou d'un membre d'administration, c'est des documents publics. Et c'est le député qui a déposé cette demande et vous avez suivi, si on veut bien, le processus. Alors, le député met avec sa casquette de citoyen, parce qu'on sait qu'un député peut demander un certain nombre de documents avec sa casquette de député, mais ces documents souvent tombent sous le coup du secret. Et donc il n'aurait pas pu les produire, ces documents. Donc il l'a fait vraiment en sa qualité de citoyen genevois. Donc il a pu expérimenter le parcours du combattant que peut constituer les demandes LIPAD. Et voilà, donc dans ce classeur, il y a quoi ? C'était la question que tu posais, Bastien. Dans ce classeur, il y a des centaines d'emails qui concernent 3 collaborateurs du département de l'économie et de l'emploi, où on voit un certain nombre d'échanges, un certain nombre d'interactions et d'agenda en lien vraiment avec la campagne électorale. Donc on voit que ces personnes ont œuvré activement à la campagne électorale de la conseillère d'État. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on a vu, mais voilà, on voit qu'il y a des papiers de position qui sont écrits, il y a des questionnaires politiques auxquels on répond, il y a la gestion des photographes, il y a la gestion du site internet, il y a la préparation vraiment très active des débats télévisés, il y a des séances de coaching qui durent des heures dans le bureau, on dit mais qu'est-ce qu'on va dire, etc., qui sont sur des thèmes qui ne sont même pas les thèmes du département, c'est des thèmes sur le logement, sur autre chose. Et puis là, tout ce beau monde interagit
Et je ne sais pas si je peux déjà donner la suite, parce que le lendemain, le surlendemain, on voit dans ces mails qu'il y a un expéditeur externe qui interagit beaucoup avec ces gens, puis en fait, c'est le compagnon de la conseillère d'État. Donc ça rajoute encore plus de drame. On y revient dans un petit moment, parce qu'effectivement, c'est une affaire à voler. Exactement, un tiroir. Un tiroir. Parlons déjà de cette première demande. On revient à ce 7 août. Est-ce que tu sais que ça va être ce jour-là? Comment ça se passe? Parce que c'est ce matin même, je crois, que ce député a obtenu les documents. Alors, nous, on était dans le cadre de cette demande, comme le sont la plupart des journalistes quand ils font un sujet, ensuite ils font le suivi du sujet avec les différents intervenants. Donc nous, on avait suivi ce dossier depuis le début, donc on avait dit, écoutez, monsieur le député, si vous avez du nouveau, vous me dites. Voilà. Et puis c'est un peu ce qui s'est passé. Il m'a dit, je viens de recevoir un courrier du département qui me dit que je peux aller chercher le classeur tel jour, je ne sais plus quel jour de la semaine c'était, un lundi ou un mardi. Et donc voilà, il a été chercher ce classeur. Nous, on l'attendait avec une caméra devant le bureau. Et puis ensuite, on a regardé ce qu'il y avait dans le classeur. Enfin, on a ouvert le classeur. Et le soir même, donc vous l'invitez, vous publiez ça. Vous avez eu le temps de regarder tous ces emails. Il y en a plus de 300 documents, je crois, dans ce classeur. Vous avez eu le temps de faire cette enquête pour publier le soir même? Oui, parce que c'est des emails qui se lisent assez vite. Il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de signatures, d'images, etc. Mais voilà, on a pu ressortir quand même un certain nombre d'éléments vraiment très concrets, très probants, de mettre en évidence aussi les interactions, en quoi c'est aussi problématique, en quoi ça concerne la campagne et ça dépasse du cadre vraiment des tâches publiques. Un porte-parole, il doit communiquer sur les tâches de l'administration et des politiques publiques. Et en aucune manière, il doit s'occuper de la campagne personnelle et politique d'un magistrat. Enfin, ça, c'est une limite qui est connue de tous, qui est claire depuis le départ et qui a été allègrement franchie dans ce cas. Parce que ces documents, ils concernent donc les mois qui précèdent la campagne électorale. Oui, alors le champ des courriels, c'est, sauf erreur, de décembre 2022 à mai 2023, qui correspond vraiment à la campagne électorale pure et dure. Ok. Et alors, si on revient un petit peu sur le contenu et de ce que vous avez montré avec ces documents, qu'est-ce que tu peux nous donner comme exemple assez concret? Qu'est-ce qu'on voit sur ces agendas? Que disent ces emails? Alors, dans les agendas, on voit une quinzaine d'heures environ de coaching libellé vraiment débat électoral, débat élection, débat TV, débat radio, débat tribune, débat presse écrite, etc. Donc là, on voit que pendant 1 heure, 2 heures parfois, on prépare les interventions de campagne et pas un discours en lien avec l'inauguration d'une entreprise ou que sais-je. Parce que ça, ce serait... Évidemment, ça fait partie du périmètre d'une porte-parole d'un département. Là, en l'occurrence, préparer les débats électoraux, préparer un débat sur le logement ou préparer que sais-je, c'est la responsabilité des partis politiques. Les partis politiques ont de l'argent public, ils ont des subventions, ils reçoivent un certain nombre d'argent public en fonction de leur poids électoral pour pouvoir payer des secrétariats, pour pouvoir payer des campagnes. Ils ont des membres, ils ont des sponsors. Enfin, voilà. Donc ça, c'est l'argent des partis qui doit être utilisé pour la campagne, mais jamais l'argent de l'État. C'est pour ça que vous titrez assez fort, quand même. Oui, abuser, oui. Le mot abuser. Oui, et puis surtout, on a par tous les moyens tenté de nous faire croire qu'il n'y avait pas d'affaire depuis le début. On n'était pas les seuls, mais disons qu'on documentait cette affaire depuis le début. On savait que potentiellement il y avait des problèmes dans ce département, parce qu'en tant que journaliste, on voyait aussi comment la campagne était menée, et on pouvait la comparer avec les autres départements qui ne menaient pas du tout la campagne de cette façon-là. On voyait qu'il y avait déjà une façon de faire campagne qui était très différente, des moyens utilisés qui étaient très différents, qui étaient déjà un peu surprenants. Et donc on nous dit non, mais il n'y a rien, arrêtez maintenant, c'est un faux débat, etc., etc. Une fois que les mails ont été donnés, ce qui était d'ailleurs une surprise, parce que nous on s'était dit ces mails ne vont jamais être donnés, ça va être classé, circulé, il n'y a rien à voir, et puis on passera à autre chose. D'autant que la conseillère d'État, en l'occurrence, n'avait pas été réélue. Donc quand on a lu le contenu de ces emails, on s'est dit non, là ça va pas. On nous a menés en bateau tout le printemps. Aujourd'hui, on voit ça noir sur blanc. Donc oui, on a fait les titres. On a fait un titre qui le méritait. Justement, vous l'avez interpellé. Vous avez fait le travail d'interpellation des personnes. Quelle a été la réponse de la conseillère d'État ou du département? D'abord, ça a été l'absence de réponse. Puis ensuite, ça a été un SMS laconique de son avocat, maître Robert Kramer, ancien conseiller d'État genevois. Et puis, quelques jours plus tard, ça a été une lettre ouverte de la conseillère d'État, de l'ex-conseillère d'État dans un journal, où finalement, sans qu'aucune question ne lui soit posée, elle a pu dérouler sa vérité qui consistait à dire qu'il s'agissait de tâches usuelles et je n'ai jamais enfreint la loi. Elle conteste totalement, effectivement, et dit que c'est des tâches habituelles des collaboratrices et collaborateurs d'un département, c'est ce que vous aviez écrit,
Exact, c'est ce qu'elle dit, ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Pour la citer. Et alors, à l'Aimant Bleu, vous faites quelque chose qui n'est pas forcément courant. Vous décidez de publier intégralement tous ces emails, en fait, ce classeur, si on veut bien, dans un PDF qui est encore aujourd'hui accessible en bas de l'article. Pourquoi cette décision éditoriale ? Eh ben, parce que c'est des documents publics. L'administration les rend publics à un citoyen. Donc, ces documents peuvent être mis à disposition du public. Donc, il y a vraiment cette démarche de transparence et de faire la transparence jusqu'au bout. Il y a aussi une démarche de transparence éditoriale vis-à-vis du public, de dire voilà, sur quoi on se base pour écrire ce qu'on écrit. Parce que tu l'as dit, le titre est assez fort. Donc, il faut aussi qu'on puisse justifier de ce titre, qu'on puisse justifier de notre article, pourquoi on l'a écrit, pourquoi on dit les choses comme ça. Voilà, parce qu'il y a des documents, on les montre, vous pouvez les lire. Puis d'ailleurs, personne n'en a contesté le contenu. Je crois même que le soir même ou le lendemain, le correspondant à Genève de la RTS a fait un duplex depuis Genève pour donner raison à l'Aimant Bleu. Donc on n'est pas le seul média qui a vu qu'il y avait une ligne rouge qui avait été franchie dans ces courriels. Et puis, donc c'est vraiment une volonté de dire, voilà, on montre ce qu'on a, on montre les sources, on montre les documents, lisez-les. Prenez-les aussi, je ne sais pas, faites-en votre lecture, continuez le travail. C'est aussi une manière de dire peut-être pour les confrères de se saisir du dossier en pouvant apporter leur regard. Et tout ça dans une forme d'intelligence collective, parce que cette loi sur la transparence, elle a aussi ce genre de vertu, à mon avis. Et encore aujourd'hui, chacun peut aller les voir et confronter votre article et se faire son idée, c'est ça, dans cette idée-là. Est-ce qu'il y a eu des réactions à cette publication intégrale qui n'est pas habituelle ? Je crois que les réactions, elles étaient très positives. On a eu énormément de réactions de gens qui nous ont dit « Merci d'avoir publié ces documents, merci d'en avoir publié l'intégralité, parce que comme ça, au moins, on sait sur quoi vous vous basez pour écrire. » Parce que quand on est journaliste, c'est assez rare de pouvoir produire comme ça des documents, parce que souvent, on est tenu par un secret des sources, ou parfois on est amené à citer des documents confidentiels, donc c'est des fois assez délicat, c'est assez délicat. Là, c'est assez rare, voilà, on a une pile de documents publics, donc on les publie. Et pour les personnes concernées, puisque parfois on voit les noms des personnes qui ont écrit les mails, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Dans la mesure où l'administration a remis ces documents, on part du principe qu'aucun obstacle n'était devant la publication de ces documents. Et je crois même que les personnes qui sont citées dans ces documents ont donné leur accord. Donc voilà. Là, les documents, ce n'est pas vous qui avez fait la demande d'accès, cette première demande, ça vient d'une autre personne, un politicien en l'occurrence. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être un peu instrumentalisé quand c'est une personne d'abord politique qui vous donne des documents concernant une autre personne ? Le vrai risque d'être instrumentalisé, c'est quand les documents qui sont remis, ils sont partiels. Et là, on a tous les documents. On a des documents exhaustifs. Donc, le député fait sa démarche, c'est son bon droit, et puis ça fait partie de la vie de la cité, que ce soit lui ou un autre. Je veux dire, chacun aussi y va de sa démarche politique, relayée par les médias, et puis ça fait partie du débat public, et c'est sain, c'est la vie de la cité. Et nous, en tant que journalistes, on doit toujours s'interroger sur l'intérêt public de ce qu'on fait. Est-ce que c'est une démarche qui va contre l'intérêt public et qui sert que les intérêts privés ? Ou est-ce que c'est une démarche d'intérêt public parce que précisément on a l'ensemble du dossier, on le publie, on en fait notre lecture et chacun peut juger. Il n'y a rien de plus sain, il n'y a rien de plus transparent dans cette démarche. Ok, donc pour ça, on a tous les documents, je comprends bien. Par contre, vous n'avez pas demandé la même chose aux autres départements, aux autres communicants. On pourrait se dire peut-être c'est la même chose partout, et puis là, on met le focus parce que ce député a demandé dans ce département sur ce département. Pourquoi vous n'avez pas fait la démarche dans les autres départements avant de publier ? Alors, cette démarche-là, elle est en cours à différents niveaux. Il faut se dire que c'est quand même très compliqué. L'administration met souvent les pieds au mur dans l'accès à certains documents, on pourra en reparler. Mais cette démarche-là, qui viserait d'autres départements, elle doit être faite dans un deuxième temps. Il y a des enquêtes qui ont été ouvertes à la suite de nos révélations, des enquêtes parlementaires qui doivent faire la lumière justement sur ces révélations, puis de voir si ce genre de pratique existe ailleurs. Donc plus largement. Plus largement, donc on peut faire confiance aux différentes enquêtes pour essayer de voir s'il y a autre chose ailleurs. Je sais que des confrères, je ne vois d'autres médias ont fait ces demandes également. Je ne sais pas où en est la procédure.
Mais je crois que malheureusement, c'est extrêmement compliqué d'avoir accès à ces documents et que oui, dans l'idéal, dans un monde idéal, on devrait pouvoir avoir accès aux documents de tous les départements. La vérité, c'est qu'on les attend toujours. Et puis qu'il n'y a aucune démarche proactive de transparente qui a été faite par l'administration à la suite de ces révélations, il faut quand même le dire. À un moment donné, on a un département qui est quand même mis en cause avec des courriels qui sont accablants. Et puis, on a un Conseil d'État qui se dit absolument pas, on va essayer de voir si chez nous, c'est la même chose. Non, c'est circuler, il n'y a rien à voir. C'est quoi que vous attendriez dans l'idéal ? Les enquêtes sont en cours, donc on verra ce qu'elles disent. Ça va prendre du temps. Enfin, je dirais, on parle quand même de beaucoup de documents. Donc, les enquêtes sont en cours, puis on verra à l'issue de ces enquêtes s'il y a lieu de creuser davantage. Mais nous, on est dans cet état d'esprit. On se dit, bon, maintenant, on a sorti ça. On voit ce qui se fait. Est-ce que les enquêtes vont jusqu'au bout ? Si les enquêtes ne vont pas jusqu'au bout, on continuera nous-mêmes le travail. Ça prend du temps, ça prend du temps. Alors justement, ces enquêtes, ces révélations, elles ont eu des suites, qui sont, comme tu l'as dit, encore en cours. Tu peux nous détailler un petit peu ce qui est maintenant sur la table ? Donc il y a une enquête de la justice sur les questions d'abus, en quelque sorte. Je ne connais plus les termes exactement juridiques, mais il y a une enquête pénale en cours pour savoir s'il y a eu un abus dans l'utilisation des moyens publics, abus d'autorité, etc., etc., ou violation du secret de fonction, parce qu'on voit que le compagnon était dans la boucle des emails, donc tout ça, c'est en main de la justice. Ce n'est pas moi qui est compétent pour traiter de cela. Puis après, il y a des enquêtes politiques qui sont beaucoup plus intéressantes. On a une sous-commission de contrôle de gestion du Grand Conseil. Donc ça, c'est vraiment des députés de tous bords politiques. La commission est même présidée par une socialiste. Donc, a priori, ça ne devrait pas être quelque chose d'extrême droite en termes de conclusion, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a la commission des finances qui s'est aussi mise sur la question, parce qu'on a eu d'autres révélations autour de cette affaire dont on parlera. Et puis il y a la Cour des comptes, qui est le gendarme de l'administration publique. Il y a 2 audits en cours par la Cour des comptes à la suite de ces révélations. Donc voilà, maintenant il y a des enquêtes officielles en cours. Il faut voir, ce qui va ressortir de tout cela. Ok, pour ce premier volet vraiment sur ces emails du député. Alors revenons maintenant en arrière. C'est assez intéressant de comprendre qu'il y a ces révélations du 7 août, basées sur les documents de ce député, mais c'est une affaire en plusieurs volets. En août, quand l'affaire sort, vous êtes vous-même, l'aimant bleu, déjà en attente, en pleine procédure en fait, pour une autre demande d'accès à des documents, que cette fois vous avez déposée vous-même, mais auprès du même département. Et ça, donc en juin, vous aviez déposé cette demande. C'était quelle demande d'accès ? Donc là, c'est un lanceur d'alerte interne, des lanceurs d'alerte même, qui nous disent il y a des soupçons, disons qu'il y a une certaine gêne autour d'un certain nombre de mandats qui ont été octroyés par ce département à différentes associations. Donc là, on ne parle plus de communication, on est dans les mandats. On ne parle plus de communication, on est dans les mandats. Parce qu'il faut savoir qu'un conseiller d'État, une conseillère d'État peut relativement facilement, on ne va pas rentrer dans le détail, mais jusqu'à 250 000 francs, sans appel d'offres, confier différents types de mandats à des sociétés externes pour différents types de missions. Pour éviter aussi une forme de paralysie de l'administration, on viendrait à voter sur chaque franc dépensé. On laisse une souplesse à l'administration pour un certain nombre de petites dépenses. Donc il y a des soupçons. Moi, j'envoie une première demande, je dis « Est-ce vrai que le département a octroyé des mandats à telle structure ?» Ces structures-là, en fait, c'est des structures qui ont été fondées ou qui sont dirigées par le compagnon de la conseillère d'État de l'époque. Et apparemment, le département aurait versé des mandats à ce compagnon ou à des associations proches de ce compagnon. Octroyer des mandats pour différentes... Là, ce n'est pas vraiment une demande d'accès à des documents. Donc c'est une demande de renseignement journalistique. Alors non. Est-ce qu'il y a eu des mandats ? Alors oui, déjà c'est une demande d'information, puis après c'est de demander quel est le contrat. Donnez-nous le contrat, donnez-nous la facture, donnez-nous je ne sais pas, donnez-nous les documents en lien avec ces mandats, s'ils existent. Parce que pour l'instant, on ne sait pas s'ils existent. Et la réponse vient assez rapidement, effectivement. On nous indique que y a un mandat qui a été octroyé à hauteur de 50 000 francs à l'association fondée, présidée longtemps par le compagnon de la conseillère d'État, qui a été donnée en avril 2023, donc quelques semaines avant sa défaite électorale. Donc ça, vous recevez cette réponse au courant de l'été ? Oui, début de l'été. Voilà. Bon, on se dit, tiens, c'est curieux. On parle d'un montant de 50 000 francs. C'est pas énorme.
ça questionne quand même de se dire qu'une conseillère d'État signe de sa main un contrat en lien avec un projet porté, ou en tout cas officiellement, parce qu'il aurait quitté l'association juste avant, enfin bref, ça fait partie de la défense, mais on est assez interpellé. On demande des précisions, les réponses ne sont pas très claires, elles sont évasives, on nous donne les documents au compte-gouttes, parce que moi j'aimerais un peu avoir le cœur net sur ce mandat, de savoir franchement, d'avoir tous les documents. Là, vous l'avez reçu, le mandat, concrètement, vous avez le mandat Oui, sous les yeux. on a les deux, on les a publiés. Oui, hein, mais déjà à ce moment-là. Oui, alors on a déjà un certain nombre de documents. Ouais. Et puis, première surprise, c'est qu'en marge de cette demande, la porte-parole du département transmet immédiatement ma demande en transparence aux personnes concernées. Donc les personnes qui ont reçu le mandat. Et ça... Bon, quand il y a un tiers concerné, il doit être consulté. Pas dans le cas des mandataires. Et ça, c'est dans le règlement d'application de la loi. Donc on voit que manifestement, la loi sur la transparence n'est pas forcément interprétée par tout le monde comme il se doit. Donc, est-ce une erreur ou je ne sais pas? Bref, notre demande est transférée avec mon numéro de téléphone, etc. Donc je veux dire, il y a quand même des informations personnelles qui sont transférées à des tiers, alors que moi, on me caviarde tout ce qu'on m'envoie. Donc ça, c'est déjà la première surprise. Et puis, avec ce jeu où finalement mes demandes sont forwardées à l'extérieur, moi, je continue mon travail et puis je remarque que, en fait, il n'y a pas que ce mandat, mais qu'il y en a d'autres qui ne sont pas au nom de cette association, qui sont au nom d'une autre association, mais les associations sont liées. Dans le papier en tête, il y a les deux logos, c'est la même personne avec différentes casquettes. Et puis de fil en aiguille, comme mes demandes sont transférées à l'extérieur, et les personnes concernées par mes demandes m'écrivent « Ah, apparemment vous vous intéressez à ce mandat ». Et puis je réponds pas, puis ils me redisent « Ah, vous vous intéressez à ce mandat, ce mandat, ce mandat ». Parce que toi, tu te dis, mon interlocuteur, c'est l'administration, dans ce sens-là. Et donc là, à ce moment-là, ce qui est assez drôle, c'est que non seulement sur Internet, les personnes qui ont reçu ces mandats s'en vantent sur Internet, donc on a des traces sur Internet. La personne qui est concernée par cette demande me liste les mandats qu'elle a reçus, donc ce qui me permet de préciser ma demande à l'administration, parce que l'administration ne me donne pas tous les documents. Et donc là, voilà, il y a un peu un bras de fer qui s'installe. C'est qu'en fait, on ne me donne pas tous les documents du premier coup, et donc ça prendra tout l'été pour réunir enfin tous les documents en lien avec tous ces mandats qui sont finalement, de près ou de loin, en lien avec le compagnon de la conseillère d'État. Et ils vous parviennent après cette première révélation du 7 août dont on parlait tout à l'heure, dans le courant du mois d'août. Exactement, mi-août. Et donc là, on arrive à un montant total de presque 300 000 francs qui ont été octroyés à des associations proches ou en lien avec le compagnon de la conseillère d'État. Et là, vous décidez de partager ces documents avec le journal Le Temps. C'est quoi l'idée Parce qu'on a une camaraderie avec le journal Le Temps, on a eu l'habitude de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Puis comme on estimait que c'était un sujet d'importance, je pense que c'est toujours bien d'être deux, d'avoir plusieurs regards sur un dossier. Et puis on s'est dit que ça pouvait faire un joli partenariat autour de cette affaire qui est une affaire quand même assez importante. Et le 23 août, donc vous publiez avec Le Temps cette enquête qui s'appelle « Fabienne Fischer a arrosé de fonds publics les projets de son compagnon ». Exact. Qu'est-ce qu'elle montre exactement ? Ça montre que contre l'avis de l'administration, parce qu'il y a eu des préavis négatifs à l'interne de l'administration. Que vous avez aussi obtenu avec une demande d'accès ou... Non, ça c'est le travail un peu plus classique du journaliste où on a des sources anonymes, des lanceurs d'alerte qui nous donnent des informations, des renseignements qui sont solides et vérifiés. Où on a pu réunir ces documents, on a pu montrer finalement l'ampleur de ces mandats qui ont été confiés, signés par la conseillère d'État. C'est quand même très surprenant. Et ça de façon assez répétée depuis son élection. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a des documents obtenus de manière totalement par la LIPAD, une demande d'accès. Racontez-nous un peu plus, explique-nous comment tu as fait pour travailler en plus avec des sources qui viennent consolider tout ça et expliquer, mettre ça en contexte. On a des documents. Donc, on a des contrats, on a des lettres, on a des annexes, on a etc., des rapports, on a tout ça. Puis après, il faut comprendre dans quel contexte ça s'inscrit, il faut savoir finalement quel projet ça sert, quelle est la nature de ce projet, quelle est l'origine de ce projet, qui le porte, etc., etc.
Donc ça, il y a eu les documents, il y a eu des recherches Internet, il y a eu des recherches auprès de sources de l'administration. Et puis c'est ce qui nous a conduit à pouvoir proposer ce récit. Un récit qui est assez complexe, hein, parce que c'est quand même assez compliqué. On touche vraiment à des choses de l'administration, de la bureaucratie en tant que telle, avec beaucoup de paperasse, beaucoup de lettres, beaucoup de contrats, beaucoup de documentation. Puis ensuite, il faut digérer tout ça pour en raconter une histoire journalistique fidèle à la réalité. Et là aussi, que répondent les personnes qui ont été mises en cause dans cette affaire-là? Les personnes mises en cause disent qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Encore heureux. Donc voilà, c'est un peu la réponse. Et puis c'est de dire, mais le compagnon n'était plus dans les instances dirigeantes de l'association au moment où les mandats ont été octroyés. Oui et non. On voyait qu'il suivait quand même ses projets de près. On voyait qu'il en était à l'origine. Donc on peut tout à fait imaginer qu'il ait pu, en coulisses, pousser à ce que ces projets soient financés par le département. On voit aussi que les enveloppes budgétaires, ça a fait l'objet d'un article complémentaire. On voit que les enveloppes budgétaires ont été votées, donc ont été soumises au Grand Conseil par le département, ont été votées beaucoup plus tôt, hein, donc vraiment 6 mois avant, parce que le département avait besoin d'une validation budgétaire pour engager de l'argent public. Mais c'était évidemment pas écrit dans le détail où va aller l'argent et qui va le recevoir. Et puis on voit que finalement, dès le moment où le Grand Conseil valide ses enveloppes budgétaires, eh ben, ça coïncide avec la démission du compagnon des instances dirigeantes. Donc on a vraiment une concomitance. Donc on arrive dans un moment où il se dit « Bon, ben, je ne peux plus rester parce que l'argent a été voté, on aura le projet, donc je me retire, sinon on va nous accuser de conflit d'intérêts. » Mais ça reste un problème. Ça reste un problème. Je comprends. Et là, vous publiez aussi, hein, vous recommencez, vous avez de nouveau publié l'ensemble des documents de ces mandats. C'était, si j'ai bien compris, la première fois, c'était intéressant. Et là, vous le refaites, donc ? Exactement. Des réactions à ça ? Non. D'accord. Toujours dans le même esprit de vouloir montrer les documents au public, de montrer sur quoi on se base pour raconter cette histoire. Et puis pour que peut-être certains puissent y trouver l'inspiration pour poursuivre l'enquête. Dans cette question-là, cette fois, il y a aussi la question des émoluments pour cette demande d'accès. Et vous en faites un édito d'ailleurs parce que vous recevez une facture. Oui. Expliquez-nous. Alors on reçoit, donc, alors que toutes les affaires sont sorties, qu'elles ont fait quand même pas mal de remous, que les députés se saisissent de la question, que des commissions d'enquête parlementaires sont mises sur pied, que la Cour des comptes met son nez dans ça, on reçoit une facture du département de l'économie de 400 francs parce qu'on a eu l'outrecuidance de faire travailler des fonctionnaires pour nous remettre ces contrats et ces mandats. La LIPAD, elle prévoit qu'il peut y avoir des émoluments dans certains cas, hein, s'il y a beaucoup de travail notamment. Voilà, faudra me trouver où est le travail excessif dans le fait de sortir 3 mandats et puis de caviarder les données personnelles et puis de les remettre aux journalistes. Là, on voit que si la procédure s'est enlisée et que l'administration a peut-être perdu du temps sur cette affaire, c'est qu'il y avait la volonté de ne pas montrer ces documents, qu'il y avait la volonté de ne pas les donner et puis que ça a pris du temps parce qu'il fallait se battre. Et donc l'administration a elle-même perdu son temps dans cette affaire et puis aujourd'hui, elle nous le fait payer. Bon, chacun jugera. Donc une facture de 400 francs. Le signal qui est donné, c'est on révèle des dysfonctionnements de l'administration et puis on envoie la facture aux journalistes. C'est quand même assez curieux comme posture. Et alors justement, cette facture et cet édito que tu as fait, ça a eu des répercussions. Hein. Oui, parce que quand cette facture a été envoyée, une grande majorité de députés du Grand Conseil ont estimé que là, il y avait quand même un problème, que ce n'était pas une façon de se comporter, que c'était une attitude un peu de mauvais perdant. Et donc, il y a tout un travail en cours maintenant au sein de la commission législative du Grand Conseil de Genève pour réformer cette loi sur la transparence genevoise. Donc on peut finalement se féliciter que le département ait envoyé une facture de 400 francs parce que finalement ça permettra de toiletter cette loi sur la transparence qui a un certain nombre de défauts et peut-être de s'aligner aussi sur la législation fédérale parce que quand on fait une telle demande au niveau fédéral, cette demande est gratuite. Depuis le 1er novembre de l'année passée. Depuis le 1er novembre, il n'y a pas de raison qu'à Genève, ce ne soit pas le cas. Cette enquête sur les mandats, elle a eu plusieurs suites.
Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qui s'est passé après? Ouais, comme je l'ai dit, il y a toutes ces enquêtes politiques qui ont été ouvertes, enquête de la justice toujours en cours, la Cour des comptes. On devrait avoir des résultats avant l'été. Donc on est assez curieux de savoir aussi quelles seront les conclusions de ces enquêtes qui, elles, se basent sur des documents non caviardés, parce que comme c'est le Grand Conseil, la Cour des comptes, eux, ils ont un accès beaucoup plus élargi, et puis il y a un devoir aussi un secret de fonction qui fait que ces documents ne pourront jamais être publiés. Donc voilà, ils ont accès à tout, il n'y a pas de caviar, il n'y a rien, ils peuvent avoir l'intégralité des pièces. Donc on verra s'il y a des nouveautés qui émergent de ces enquêtes. En tout cas, on se réjouit et j'ose espérer que ça va contribuer à peut-être aussi réformer un certain nombre de dysfonctionnements, de réformer peut-être la gouvernance, et puis tout ça en faveur d'une transparence un petit peu plus active de la part du canton de Genève. Ces deux enquêtes, elles ont lieu sur un département bien particulier. Certains, on peut aussi se demander s'il y avait un peu un acharnement de votre part sur un bord politique. C'est toujours la critique quand on tape sur le messager. Personne ne pourra me reprocher mon monothématisme et l'obsession de notre rédaction sur un seul bord politique. On a sorti la semaine dernière des documents extrêmement graves sur la gestion du pouvoir judiciaire genevois qui est en main PLR. Là, il s'agit d'une verte. On a récemment parlé des SIG qui étaient épinglés pour leur gestion des factures. C'est un socialiste qui dirige cette régie publique. Voilà. Une juge, PDC, la semaine dernière. Enfin bref, c'est pas ça qui guide notre travail. Et heureusement, sinon, ce serait quand même un petit peu triste. Merci pour ça aussi. Donc là, on a ces deux affaires et il y en a une troisième dans cette affaire, parce qu'après ces révélations sur les mandats, vous faites une nouvelle demande d'accès dans un domaine proche. Vous demandez les cahiers des charges des communicants. Alors pourquoi une nouvelle demande d'accès à ce moment-là ? Parce que, comme on nous dit, ce sont des tâches habituelles. Donc là, on revient à la question de la campagne électorale et de la communication. On nous dit c'est des tâches habituelles, c'est dans le cahier des charges. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de scandale, ça va se dégonfler. Bon, moi je dis, donnez-nous les cahiers des charges alors. Voyons ce qu'il y a dans ces cahiers des charges, voyons quelles sont les missions confiées aux communicants. Et puis on pourra voir si ces cahiers des charges, il y a des tâches politiques qui sont confiées aux collaborateurs. Dans ce cas-là, on pourrait parler peut-être d'un problème de cahier de charges, d'un problème même à la base, originel. Ou est-ce que c'est juste une stratégie de défense Voilà, vérifions. Donc on a fait cette demande à tous les départements. Et là, ça a pris beaucoup de temps parce que... Qu'est-ce qui s'est passé alors ? On nous a donné des documents assez tardivement, entièrement caviardés. Donc en fait, on avait des documents qui étaient entièrement noircis. On n'avait même pas le nom du département du cahier de charges. Enfin, le logo de l'État de Genève était caviardé. Enfin, c'était dire l'absurdité du caviardage. Les domaines d'activité du porte-parole étaient caviardés. Les abréviations, les acronymes en lien avec les politiques publiques étaient caviardés. Enfin, tout ce qui permettait de reconnaître, ne serait-ce que par un indice, qui pourrait potentiellement se cacher derrière ce cahier des charges, était caviardé. Donc c'était inexploitable, c'était inutilisable, on ne pouvait pas travailler avec ces documents. On rappelle quand même que le caviardage, dans certains cas, est légitime, puisqu'il y a des exceptions dans la loi, et l'administration doit faire cet exercice de caviarder ce qui est dans les exceptions. Genève aime le caviar et aime l'étaler. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous ne pouviez pas utiliser ces documents ? Donc on a contesté devant le préposé à la transparence cette remise de documents. Formellement une demande de médiation ? Demande de médiation. On a demandé que l'État revienne sur son caviardage abusif, en pointant précisément les éléments qu'on voulait voir apparaître, qui devaient apparaître. Je veux dire, on a l'impression toujours de demander la lune et de faire une liste au Père Noël, alors que simplement on demande que la loi soit appliquée. Enfin, on en est là, des fois. Donc on fait une médiation devant le préposé. Médiation échoue parce qu'en face de nous, on a une administration qui ne veut pas entrer en matière. Donc à l'issue de ce processus de médiation, le préposé doit rendre une recommandation. Et là, la recommandation nous donne entièrement raison sur 10 pages. On peut la trouver, je crois, sur le site du préposé. Ouais. Et donc, cette recommandation nous donne raison en disant il n'y a pas de raison que soit caviardé à ce point-là ces cahiers de charges, parce que même si on reconnaît de près ou de loin un porte-parole ou un département, en termes d'intérêt public, l'intérêt public est plus important que la petite gêne occasionnée par le fait qu'on puisse de près ou de loin reconnaître la personne. Donc,
l'administration nous donne enfin les cahiers de charges non caviardés. Et donc là, voilà, démarre notre dernière enquête en date. Qui a été publiée le 24 janvier de cette année, donc il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'elle montre alors par rapport à, est-ce que effectivement, quel genre de tâches sont dans ces cahiers des charges? Ça, c'est intéressant parce qu'on voit déjà qu'il n'y a pas vraiment d'uniformité entre les différents porte-paroles dans les différents départements. C'est que chaque département a sa propre façon de faire ses cahiers de charges. On voit que les rémunérations sont aussi assez diverses, hein, ce qui peut poser des questions aussi. Pourquoi l'un est payé tant et l'autre payé moins, alors qu'a priori ils font le même travail. Il y a des dénominations différentes, il y a aussi des attributions et des pouvoirs qui sont différents. Donc on voit qu'il y a quand même une forme de pagaille entre les différents départements. Donc ça, c'est le premier constat. Et puis sinon, est-ce qu'il y a des tâches d'ordre privé et politique qui sont inscrites dans ce cahier de charges? La réponse est non, sauf au département de l'économie et de l'emploi, où on voit qu'il y avait un mélange des casquettes, où on voyait qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui montraient que les porte-paroles étaient amenés à agir sur des dossiers plus personnels ou remplacer une collaboratrice personnelle en son absence, etc. Donc on voyait vraiment un mélange des genres, et ça a été reconnu par le département. Ils nous ont dit, oui, aujourd'hui, il n'y a plus de mélange des genres au sein de ce département. Donc, finalement, un effet concret de ton enquête. Ils ont reconnu qu'il y avait un problème dans les cahiers de charges qui avaient été faits à l'époque de Fabienne Fischer. Dans les autres départements, on n'a pas soulevé grand-chose. Donc voilà. Tu écris ce jour-là, notons qu'un cahier des charges est un document administratif qui ne reflète pas forcément les activités réelles exercées au quotidien. Les agendas et les courriels restent le meilleur moyen de constater les tâches effectivement réalisées. Qu'est-ce que tu tires en fait de tout ça, de tout ce dont on vient de parler pour votre utilisation de la loi sur la transparence? C'est vrai que le fait d'avoir pu obtenir des courriels et des agendas permet une analyse beaucoup plus fine et beaucoup plus précise de ce qui a été vraiment fait. C'est vrai que ce n'est pas sur la base d'un cahier de charges qu'on va dire « Ah tiens, ils ont exagéré, ils ont dépassé la ligne rouge ». Nous, ce qu'on voulait voir, c'était quel est le cadre qui avait été mis. Et puis, le cadre, il est quand même assez clair. Le cadre, il donne aux porte-parole des départements des missions qui sont d'ordre politique publique, c'est-à-dire sur les tâches du département, sur les actions concrètes du département, et pas sur la campagne électorale et sur les questions politiciennes et partisanes. On voyait juste qu'il y avait une espèce de flou dans les cahiers de charges du département de l'économie qui ont conduit à un certain nombre de dérives. Est-ce que ces dérives existent ailleurs? C'est encore une question qu'il s'agit de trancher. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on n'a absolument rien et on n'a aucun soupçon, on n'a aucun élément concret qui nous permet d'affirmer que dans les autres départements, c'est le cas. Donc il faut aussi être honnête avec les gens. Moi, je n'ai pas sous la main des éléments qui me disent « il y a des abus ailleurs ». Non. Si on nous les donne, pourquoi pas, je ferai un article. Mais si je ne les ai pas, je ne peux rien écrire. Toute cette saga, humainement, est-ce que ça a aussi un impact de faire des demandes d'accès comme ça quand on est journaliste? On n'a pas forcément l'habitude. Humainement, comment tu l'as vécu tout ça? Bon, on se retrouve un peu broyé par la machine de l'administration, donc ça c'est intéressant parce qu'il n'y a pas le même calendrier. On a l'habitude d'un travail quotidien. Enfin, nous on travaille au quotidien à l'Aimant Bleu, comme la plupart des rédactions d'information en Suisse romande. Donc là, on se retrouve avec des démarches qui prennent des semaines, des mois. Donc c'est compliqué à gérer parce qu'on n'a pas tout de suite. Donc il faut apprendre à faire preuve d'un peu de patience. Des fois, on sort un peu de ses gonds. Et puis au-delà de ça, le fait que ce soit quand même une affaire qui a fait beaucoup de bruit, sur laquelle on a beaucoup parlé, voilà, c'est quelque chose qui est très engageant aussi sur le plan personnel parce que voilà, c'est une enquête qui est risquée, qui touche à des gens de pouvoir, et donc voilà, on marche toujours sur des œufs, on s'expose à la critique, on s'expose aux répliques de différents milieux, et donc voilà, il faut avoir le cuir solide pour résister à ça, et puis finalement le relativiser. Merci pour ce partage avec nous. Donc, Merci vous qui nous écoutez, vous avez peut-être des questions, on espère, pour Jérémy. Vous pouvez prendre la parole, on va mettre une oreillette pour entendre vos questions. Simplement, vous pouvez parler dans le Zoom et poser vos questions à Jérémy. C'est aussi l'idée d'être un peu interactif. On vous écoute volontiers. Bonjour, bonjour. 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 Ah, je ne sais pas.
Cyril Gersweiler de Lausanne. Au sujet des cahiers des charges, il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, j'ai demandé des cahiers des charges de policiers. Et le tribunal cantonal a déterminé qu'un cahier des charges, par définition, était public parce qu'on pouvait le consulter avant d'être engagé. Donc, ce n'était pas un document qui concernait une personne particulière, c'était un document qui concernait un poste, et on trouvait la personne à la place du poste. Donc, les classes salariales, en tout cas dans le canton de Vaud, les classes salariales sont connues, et puis, bien entendu, le contenu que n'importe qui peut avoir. Alors, les 10 pages genevoises, ça paraît beaucoup pour prôner un peu l'évidence. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que... C'est quoi votre question exactement? Oui, c'est ça. Juste, non, j'appuie juste l'histoire de n'importe qui, parce qu'on peut avoir ce cahier des charges pour postuler pour le poste. Ouais. Bon, est accessible. Juste une remarque, Kirill, on a remarqué que les cahiers de charges étaient écrits après l'engagement de ces personnes, ce qui montre quand même la dimension plus politique de ces collaborateurs qui ne sont pas des simples fonctionnaires comme un policier avec des fonctions très génériques. On voit que c'est des fonctions qui revêtent quand même d'une importance particulière. Dans l'état-major des départements, c'est des postes qui sont assez... comment dire? Non, c'est pas des postes mis au concours. Pardon? Pas des postes mis au concours. Si, officiellement, oui. Le cahier des charges en fonction de la personne qu'on a gardée. Peut-être une autre question. Ouais, effectivement. Merci beaucoup pour cette remarque. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas pour l'instant. Tu as des questions en arabe, Bastien? J'en ai plein, mais est-ce que, par exemple, tu as de l'expérience avec les demandes aux communes? Parce que on s'intéresse ici, dans ce projet Région, on met l'accent sur les demandes aux cantons et aux communes, parce qu'au niveau de la Confédération, ça marche déjà pas mal, enfin, dans certains cas. Là, c'est des questions aux cantons. Est-ce que tu as des idées pour les communes ou est-ce que tu as déjà de l'expérience? Non, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que je pense que la loi transparence au niveau fédéral, elle commence à être assez bien appréhendée et digérée par l'administration. Enfin, c'est les retours en tout cas que j'ai des différents confrères qui travaillent sur les questions fédérales. On voit que dans les cantons, c'est un peu plus compliqué, même si ça fait 20 ans qu'elle est en vigueur, en tout cas à Genève. C'est pas forcément une loi avec laquelle les collaborateurs de l'État sont très à l'aise. Ils n'en connaissent pas forcément les ressorts, les implications. On tombe vite dans l'usine à gaz pour y répondre. Selon ton constat, ils sont peu formés là-dessus? Absolument pas. Je veux dire, en tout cas, à Genève, moi j'ai l'impression que les affaires qu'on a sorties cet été ont été un peu un détonateur. Alors, j'ose espérer que ce sera constructif et que ça ne va pas contribuer à compliquer encore plus la machine. J'ai un peu peur que ça complique davantage la machine, mais a priori, ça devrait quand même être un signal constructif pour dire, bon, maintenant, comment est-ce qu'on outille l'administration pour répondre à ces demandes en transparence? Parce que l'administration le doit au public, qu'il le veuille ou non. C'est dans la loi, c'est comme ça. Qu'on ne nous dise pas ça coûte trop cher, c'est comme ça. Et puis, il y a aussi un but, on peut rappeler, le but de ces lois sur la transparence, de rapprocher le public et l'administration et de favoriser la participation à la vie publique. Bien sûr. Dans l'intérêt aussi de l'administration et de l'État, finalement. Dans un édito, en janvier, tu écris, tu es quand même assez dur sur la situation à Genève. La loi sur la transparence est en vigueur depuis 22 ans et l'administration cantonale ne s'est toujours pas organisée en conséquence. Pire, elle ne veut pas le faire et pratique la rétention de documents, le dilatoire, le caviardage abusif, y compris pour des documents d'apparence très anodine, comme des cahiers des charges, justement, qui sont des documents génériques. Qu'on soit clair, Genève n'aime pas la transparence. Ah oui, bon, ça c'est normal. Tout pouvoir n'aime pas qu'on vienne mettre son nez dans ses affaires. Et donc, dès le moment où une demande en transparence, elle touche le pouvoir, elle touche la politique, tout sera mis en œuvre pour compliquer la demande. Si la demande, elle est très claire, donnez-moi, je ne sais pas quoi, l'autorisation de construire de tel cadastre, enfin que sais-je, ça, aucun problème, on l'aura dans l'heure, le document. Mais on voit qu'il y a un problème vraiment lié au pouvoir. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question dans les gens qui nous écoutent? C'est le dernier moment pour poser votre question à Jérémy. Ce sera un plaisir. Bonjour. 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 Oui. Félicitations, bravo pour cette enquête, J'ai une question très naïve, mais plus en tant que journaliste, on va envoyer des demandes. Est-ce qu'il n'y a pas
le risque dans les administrations, qu'elles soient cantonales, fédérales, communales, ben, les employés d'État écrivent de moins en moins, laissent de moins en moins de traces. C'est-à-dire que les séances, elles auront lieu dans un parc public, elles seront pas écrites. Ben, c'est un vrai risque, hein. Ben, ouais, c'est un vrai risque que vous soulevez là. Et d'ailleurs, c'est pas impossible que cette pratique se soit et augmentée au sein de l'administration. C'est qu'on utilise des messageries cryptées, on utilise des façons de communiquer sans passer par les messageries officielles. Et puis, voilà, moi, je n'ai pas forcément le remède pour veiller à ça. Peut-être pour ajouter, est-ce qu'on pourrait... Là, quand on fait une demande et dès qu'on nous répond, il n'y a pas de document, parce que c'est ce qu'on peut nous dire, hein, l'administration ne doit pas créer un document suite à une demande d'accès. On peut après quand même questionner le fonctionnement de l'État, si se dire il travaille sans document. Oui, alors ça aussi. Après, effectivement, je pense que moi, je ne suis pas juriste, donc j'ose espérer qu'il y ait des garde-fous juridiques pour que l'administration ne soit pas gérée sur WhatsApp, par exemple. Puis après, la question, je trouve qu'elle soulève aussi un autre point, c'est la question des demandes. Je pense qu'il y a aussi tout un travail à faire au niveau des rédactions, et ça, c'est aussi le travail de l'association Loi Transparence, pour accompagner puis aider les journalistes à bien formuler leurs demandes, à bien les cibler, et puis à être assez percutants dans leurs demandes, parce que si, par exemple, admettons si j'avais écrit donnez-moi tous les documents scandaleux en lien avec le département de l'économie, évidemment que ça, c'est pas une demande qui va pouvoir être traitée. Donc après, il y a aussi tout un travail sur comment est-ce qu'on les formule, comment est-ce qu'on peut aussi, par téléphone, se faire aiguiller pour savoir où aller chercher. Ça, c'est aussi une des choses qu'il faut mettre en avant pour les rédactions, parce que, voilà, nous, on s'est frotté à cette loi transparence, donc on en connaît un petit peu maintenant les ressorts et on sait comment l'utiliser, comment travailler avec, mais je crois que c'est encore des choses qui méritent d'être dites dans les rédactions, quoi. Et notre association, effectivement, met l'accent ces 2 prochaines années. On avait suivi la formation avec cette... C'est ça. Mais on met l'accent sur Vaud et Genève pour effectivement former les rédactions. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter via notre site. Juste une chose, parce que tu parlais des documents WhatsApp, enfin des échanges par messagerie, ils ne sont pas forcément exclus du droit d'accès. Oui, alors ça c'est vrai parce que... Ce n'est pas la forme qui compte, c'est le contenu. Exact. Si ça concerne une tâche publique, on a peu d'expérience, mais ça pourrait être accessible. En l'occurrence, la demande de Daniel Sormani, pour revenir à la toute première question, ciblait également les échanges WhatsApp, sauf erreur, ils n'ont pas été remis. Okay. On verra si... Tout un champ à investiguer. Je crois qu'on a une autre question au bout du fil. Voilà. Oui, c'est de savoir, là, vous parliez de la loi genevoise. Est-ce ça change beaucoup d'un canton à l'autre? Est-ce qu'il y a la loi fédérale et ensuite il y a différentes lois au niveau cantonal? Est-ce qu'on est plus ou moins bien lotis en tant que journaliste selon où on habite? Moi, je n'ai pas fait ce travail. C'est peut-être Bastien qui devrait répondre, parce que Bastien, il a vraiment un regard très transcantonal sur Mais la que question. penses-tu de la loi genevoise, toi? Bon, moi, beaucoup de gens, beaucoup de juristes m'ont dit, de tous bords politiques, que la loi genevoise avait quand même un certain nombre de limites, un certain nombre de lacunes, notamment en raison de son... Parce qu'à Genève, puis dans tous les cantons d'ailleurs, on a une loi, puis après on a un règlement d'application. Puis alors entre la loi et le règlement d'application, alors là on y met tous les blocages possibles. Puis le Conseil d'État s'est pas gêné pour mettre dans ce règlement d'application tout ce qu'il voulait pas que la loi finalement mette en œuvre. Et donc nous, ce qu'on a identifié en tout cas à Genève comme problème, c'est la question des délais de traitement des demandes. Il n'y a pas de délai de réponse. Il n'y a pas de délai de réponse officiellement. Quand on officiellement. c'est 15 jours, par exemple. Voilà, il y a les émoluments. Et puis, sauf erreur, Genève, ce n'est pas une loi sur l'information. Donc, c'est aussi une des différences, c'est qu'en théorie, on n'est pas censé demander une information. On doit seulement demander des documents. Et donc, voilà, après, c'est un peu au bon vouloir de l'administration. Est-ce qu'on veut transformer cette demande en réponse d'information qui nécessite un traitement spécifique, ou est-ce qu'on donne seulement les documents bruts? Mais Bastien, pour répondre, non, mais en quelques mots, il y a quelques différences d'un canton à l'autre. À Genève, elle a eu un avantage, c'est qu'elle est assez large, parce qu'il y a pas mal les institutions subventionnées, par exemple, à plus de 50% de leur budget, sont soumises à la loi, c'est assez peu connu. Par exemple, dans le canton de Vaud, là, mais ça c'est plutôt spécial, on a aussi accès aux informations
de manière générale, les autres lois dans les cantons ou confédérations, c'est plutôt les documents. Voilà quelques différences, mais voilà, vous pouvez aller sur notre site, voir les différences pour chaque loi, on a tout expliqué. Encore une question de Yves, je crois. Oui, bonjour. Une question concernant le recours aux instruments judiciaires plus classiques. Il arrive que plus d'une fois qu'une demande en transparence passe devant le médiateur et ensuite aboutisse devant la justice. Et là, manifestement, ça n'a pas été le cas. C'était des conversations, disons, préjudiciaires avec des menaces de blocage, des menaces de cette nature, ou bien ça s'est passé finalement assez? Non, ça s'est passé assez bien. Genève, il faut quand même dire, en général, suivent les recommandations du préposé, sauf s'ils en font une affaire de principe. Et là, ils ont estimé qu'il n'y avait pas à en faire une affaire de principe sur les questions qu'on a soulevées. J'ai d'autres confrères, je citerai par exemple David Eberly du Temps, qui a fait lui un énorme travail et qui a abouti à une décision de justice qui lui a donné raison. Donc lui, il demandait accès à un procès verbal d'une séance qui a eu une implication financière pour Genève énorme, de l'ordre de 2 milliards sur la caisse de pension des fonctionnaires. Enfin, c'est un sujet assez technique et complexe. Mais lui, il y a eu tout un bras de fer juridique qui lui a donné raison. Jusqu'au tribunal fédéral. Jusqu'au tribunal fédéral. Et il a pu montrer le PV de cette séance, et puis il a pu montrer comment l'absence de certaines personnes à une séance a eu des conséquences à hauteur de 2 milliards pour le canton de Genève. Enfin, c'est juste, cette histoire, elle est dingue. Et comme elle est technique et complexe, on en a peu parlé, mais c'est juste, pour moi, c'est l'histoire la plus impressionnante que j'ai pu lire là, ces derniers temps, quoi. Donc chapeau à lui. Et puis lui, justement, il n'a pas baissé les bras. Il était chef du bureau genevois à l'époque où il a démarré son enquête. Puis aujourd'hui, il est correspondant au Palais fédéral. Donc il a changé de casquette entre-temps, mais il n'a pas lâché ce sujet. Donc chapeau à David. Et puis voilà, ça montre que le temps finit parfois par nous donner raison et que la vérité prend l'escalier. Merci Jérémy. Oui, un complément ? Je voulais juste ajouter une autre question. Oui, volontiers. Particulièrement d'accord avec le qualificatif accordé au travail de David Eberly, et trouvé aussi excellent avec de gros enjeux. Là n'est pas la question. L'autre question que j'ai, c'est sûr que les médiateurs, les processus de médiation, disons, est-ce que ça s'est passé sereinement, il y a des éclats de voix, ou décrivez-nous un peu l'ambiance. Non, alors les ambiances étaient très sereines. On a à Genève un médiateur qui est très au courant de la loi, qui s'appelle Stéphane Verly, qui est même un des auteurs d'un certain nombre de travaux académiques sur la question de la transparence. Donc on a vraiment quelqu'un qui est très au fait de la loi. Puis on avait en face de nous un interlocuteur qui était le directeur des affaires juridiques de la chancellerie, qui était vraiment quelqu'un de très smart. Et disons que ça faisait plaisir d'avoir non seulement quelqu'un qui savait de quoi il parlait, qui était respectueux, donc il y avait un vrai respect mutuel pendant cette réunion, ce qui était un petit peu moins le cas, il faut l'avouer, quand on est en échange avec des porte-paroles des départements qui, eux, ont une casquette qui est beaucoup plus politique. Et dès qu'on arrivait dans des vraies discussions de fond avec des spécialistes, là, on avait enfin l'impression de pouvoir discuter. Et ça, c'est aussi un point positif à noter. Merci pour ces questions. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir ouvert les coulisses de cette enquête multiple. Et merci à toutes et à tous d'avoir été là aujourd'hui en direct pour ce premier café transparence francophone. On vous rappelle que notre site internet loitransparence.ch a beaucoup de ressources, une newsletter à laquelle on vous conseille de vous abonner pour rester au courant de tout ça. Suivez aussi nos prochains cafés transparence. D'ici là, bon appétit, merci d'avoir été là et à bientôt. Merci, c'était très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Super.